pensées insensées ont cessé de se censurer. Sans jacasser, j'ai juste essayé, mais en vain je resterai avec la sensation élue d'être né en moins que rien. Sous le ciel étoilé, j'ai cramé un avion en papier. Camélia Drieux. En fait, moi, j'ai d'abord une approche de l'écriture qui est tournée vers l'écriture de scénario. J'ai un amour avant tout du récit. J'ai été autodidacte durant mes années lycée, même si j'avais fait une option cinéma. Puis après, j'ai fait un an de BTS montage, où en fait, mon amour pour le scénario s'est amplifié. Et après ça, du coup, j'ai fait l'école de Luc Besson en section scénario pendant 2 ans. Et après, je suis rentrée dans la vie active, en fait. Petit boulot alimentaire, notamment agent d'accueil en cinéma. Donc, j'ai beaucoup gravité autour du cinéma. Durant ce moment-là, l'écriture poétique, elle n'est pas très, très présente, dans le sens où moi, je ne produis pas d'écriture poétique. L'écriture poétique va vraiment apparaître à un moment très charnière qui sera le confinement. Parce que c'est un moment où, si tu veux, j'étais tellement, pas en crise, mais je savais plus trop quoi raconter comme histoire, quel personnage. Enfin, je me suis vraiment remise en question, mais ça a été aussi le moment, du coup, où j'avais juste envie de m'amuser avec les mots. Il faut savoir que l'écriture de scénario, il y a beaucoup de contraintes, que ça soit sur la forme ou que ça soit dans le fond. Typiquement, quand tu écris un scénario, tu peux qu'écrire ce que tu ne vois à l'image. T'as pas de place pour les pensées, t'as pas de place pour les figures de style ou vraiment très peu. Bon, bien évidemment, après, chacun a son style, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai lu, je l'ai appris et que je l'ai vu aussi dans la lecture de plusieurs scénarios. Et c'est vrai qu'au moment du confinement, j'avais envie un peu de me défaire de ces règles-là et de me concentrer vraiment sur le mot et sur ce qu'il peut, enfin, jouer vraiment avec, quoi. Pour moi, c'est comme ça que je vois la poésie, comme un grand terrain de jeu. Et en parallèle, dans la même période, quelques mois avant le confinement, je l'ai appris à faire de la guitare en autodidacte. Et pour le coup, j'ai toujours eu une très grosse attirance pour la musique, même si j'en ai jamais fait. Et si tu veux, la poésie, ça a été un peu la convergence entre j'ai envie de m'amuser avec les mots et aussi j'essaye de composer des petits trucs à la guitare parce que je suis là en train d'apprendre les notes avec des tablatures et tout ça. Et donc, du coup, c'est dans ce contexte-là que la poésie entre un peu dans ma vie. Donc, je m'intéresse un peu plus aux ouvrages, aux poètes, à la poésie contemporaine, les vivants qui font de la poésie. Donc petit à petit, je me retrouve un peu dans ces milieux-là, ou en tout cas avec une curiosité plutôt naturelle euh, vers la poésie. Et après le confinement, en fait, j'ai découvert qu'il y avait une très grosse communauté de poètes sur Paris. Et donc, du coup, ça m'a permis de découvrir des noms, de découvrir des univers et du coup, de poser véritablement la question du coup, ok, j'aime la poésie, mais qu'est-ce que c'est vraiment dans une curiosité la plus sincère possible, quoi. T'as dit les vivants qui font de la poésie, c'est ça, en disant... t'as- Ouais. est-ce que t'as l'impression justement que tu t'es construite avec des vivants, des vivantes, même que ce soit dans le cinéma ou dans la littérature, ou est-ce que justement t'as l'impression qu'on est façonné par des morts aussi? Parce que après je ferai le lien aussi peut-être avec le recueil où tu parles de pas mal des morts justement, mais est-ce que Bah, en- ton apport ouais, là-dedans, enfin ton regard là-dessus, est-ce que tu vis le truc quoi ou... Oui, en fait, c'est ça, c'est que après, je me suis beaucoup posé la question de qu'est-ce que la poésie, plus philosophiquement, ou je sais pas comment dire, mais ce que nous apporte la poésie.
Et je pense que comme beaucoup de gens, en fait, la poésie, c'est resté quelque chose de très ancré dans le cadre scolaire. Et on sait tous que bah, dans le scolaire, à part quelques œuvres pardon, d'exception, bah, c'est beaucoup les œuvres des morts, quoi. Enfin, je veux dire, ça rentre dans le classique. Donc, Ouais. des auteurs du 19e siècle ou peut-être un peu du 20e siècle avec le surréalisme ou d'autres périodes. Mais du coup, c'est vrai que bah, moi, comme étant vraiment une enfant comme beaucoup de l'éducation nationale, je pense on est énormément à se dire, bon, bah, la poésie, ça reste dans le cadre scolaire. Et c'est vrai que de m'amuser avec les mots ou d'être tombée sur des vivants qui font de la poésie et des vivantes, bah, du coup, ça m'a vraiment posé la question, mais de à quoi sert la poésie? Pourquoi est-ce que j'aime bien ça? Qui l'a fait? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui en lisent? Pourquoi c'est un truc encore de niche? Enfin, tu vois, genre, ça m'a vraiment fait poser des questions, tu vois. Parce que la littérature ou le cinéma, bon, bah, en fait, même si on l'étudie ou même s'il y a une histoire, alors déjà, le cinéma, c'est hyper récent, hein. C'est pas un art qui a des centaines et des centaines et des centaines d'années. Ouais. Enfin, c'est fin 19e siècle. Donc l'histoire, elle est beaucoup plus récente. Puis on a une offre, si tu veux, continuelle de cinéma. Enfin, les gens continuent d'aller au cinéma. Enfin, le cinéma ne meurt pas et je n'en ai jamais douté. Et pareil pour la littérature, même si on étudie des grands classiques à l'école, il n'empêche qu'on sait que il y a des nouveaux romans qui sortent tous les ans, enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas, Ouais. enfin, il n'y a pas de fracture. Alors que la poésie, bah, je sais pas si je suis la seule, mais enfin, je trouvais qu'il y avait une fracture entre les morts et les vivants pour le coup. C'est pour ça que quand j'ai des proches ou des collègues ou des gens que je rencontre qui me disent ah mais moi j'aime pas lire, etc., je dis mais en fait c'est pas que t'aimes pas lire, c'est que t'es pas tombé sur le bon bouquin. Et j'entends totalement que bah Hmm. à l'école on t'en est dégoûté, tu vois, de la lecture parce qu'on te fait lire des choses que t'as pas choisies. Donc c'est normal aussi d'être dégoûté. On lisait de la poésie, on étudiait de la poésie, mais on savait pas non plus à quoi ça pouvait servir. Donc pourquoi continuer dans nos vies dans nos cheminements personnels, à en découvrir, à en lire ou autre. C'est vrai que c'est une question que je me suis pas mal, un constat que je me suis fait, quoi. Et quel livre justement t'est tombé dans les mains pour que tu reviennes en te disant ah oui en fait si c'est vivant, est-ce que t'as parce qu'il y a un moment ce que tu disais pour la composition c'était charnière, c'est au niveau du Covid, mais est-ce qu'il y a un livre à ce moment-là ou avant peut-être qui t'a débloqué en disant bah en fait si je peux enfin ça peut m'apporter, et puis en fait ça existe, il y a des vivants et des vivantes qui font de la poésie. Je sais pas si t'as un bouquin ou je sais pas, ou Hum, une réflexion, un truc où je sais pas, tu t'es traîné en librairie ou j'en sais rien, quelqu'un qui t'a dit lis ce bouquin ou. Bah alors bah tu vois ça va être encore le pont entre musique et poésie. 2019 il y avait l'album de Lana Del Rey qui est sorti Hmm. et Norman fucking Rockwell et dans Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me, elle parle de Sylvia Plath. Et je n'avais jamais entendu ce nom-là, tu vois. Et par curiosité, comme je le fais souvent quand tu vois, il y a des gens qui disent des blazes, je fais des recherches en me disant mais c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'il est cité et tout. Bah là, du coup, pour Sylvia Plath, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des recherches. Puis j'ai vu qu'elle était dans les années 60, qu'elle était poétesse, enfin, tu vois, genre, j'ai lu ou vu pas mal de docs sur elle ou d'articles sur elle avant de me plonger dans un de ses bouquins, tu vois. Hmm. Et du coup, j'ai découvert sa poésie. Et même par hasard, parce que c'était même pas sa poésie sur quoi j'ai. Enfin, c'était sur une pièce de théâtre, je crois, qui s'appelle Les Trois Femmes, où en fait, c'est trois femmes Enfin, c'est écrit en vers, où elle parle de la maternité, mais de trois points de vue différents. Et j'ai trouvé ça incroyable et que c'était rempli de modernité et tout.
Et du coup, bah, j'ai un petit peu creusé comme ça, Sylvia Plath de mon côté, et ça a participé, si tu veux, à ma réflexion mais en fait, enfin, c'était forcé qu'il y avait des gens, si tu veux, vivants qui continuent à lire enfin, il y avait des gens qui continuaient à lire la poésie, donc ça m'a vraiment conforté dans l'idée que la poésie c'était toujours d'actualité, enfin que c'était caché, mais que c'était quand même là. Et que personnellement, Lana Del Rey, je la considère aussi un peu comme une poétesse, mais que quelqu'un comme Lana Del Rey puisse parler de poésie, je me suis dit, ok, mais ça veut dire qu'il y a d'autres artistes, d'autres vivants qui sont aussi animés par la poésie. Hmm. Et c'est vraiment sur Instagram. Il y a un moment aussi où j'étais beaucoup. Je me suis retrouvée un peu sur la communauté Bookstagram où je suivais pas mal et tout, plein de lectrices féministes ou engagées ou juste des bookstagrammeuses qui étaient enfin, dont j'aimais beaucoup les ouvrages qu'elles lisaient. Et c'est comme ça qu'en fait, petit à petit, je me suis retrouvée sur des noms de poètes et de poétesses. Tu commences justement, alors on ouvre l'enveloppe et tout, on pourra peut-être revenir sur toi, sur ton avis un peu post-édition de l'effet, enfin la plasticité d'édition quoi. Mais surtout on ouvre l'enveloppe et en fait on tombe sur une sorte de texte, enfin déjà on tombe sur plusieurs textes volants et un livret et des stickers, mais on tombe aussi sur une sorte de texte un peu manifeste, enfin je sais pas comment toi tu l'avais pensé à l'époque, mais même si maintenant ça a une autre forme ou peut-être que t'en es à un autre point aujourd'hui, mais ça commence comme sur la colère et sur la rage et tout. Il y a plusieurs fois le mot et je vais m'arrêter que sur cet extrait. Je vais pas faire plein d'extraits de tout le livret, t'inquiète. Mais ça m'intéressait comme de cette ouverture quoi. Il y avait un truc en plus on a pris le rouge parce que c'est quand même pour l'édition en tout cas qui est en rouge, l'enveloppe est aussi rouge et du coup il y a une sorte de cri en capitale comme ça ou de voix qui sort du néant ou qui nous est adressée puisque c'est une enveloppe. Donc je voulais savoir un peu ouais si finalement ça te permettait ce geste-là d'exprimer une colère ou comment aujourd'hui tu voyais le truc ou à l'époque, est-ce que tu as l'impression que ça bougeait aussi depuis C'est Hum, compliqué comme question, désolé. Je sais que t'es. Non, non, t'inquiète, j'essaye. Mais dans le sens où ça a eu un impact au niveau de l'écriture Bah du ouais, est-ce texte que ou c'est au quelque chose qui niveau t'a. de... Est-ce que c'est ça qui est un moteur d'écriture, par exemple, cette colère, puisqu'on commence là-dessus, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il fallait que tu vides et puis ensuite ou tu la transformes, ou enfin, tu vois, est-ce que c'est un peu une manière de te lancer dans l'écriture, ou est-ce que c'était plus vraiment je sais pas, plus, ou c'était pas du tout quelque chose qui te motive. Enfin, je veux dire, c'était peut-être pas une émotion que tu avais à ce moment-là, mais. Si, en fait, je pense que c'était une émotion qu'il y avait à ce moment-là, mais que c'était une émotion inconsciente. C'est vraiment en redécouvrant le texte plus tard où je me suis dit, putain, j'ai vraiment écrit ça et tout, parce que euh, la colère, c'est pas forcément une émotion que je mets au premier rang. Enfin, elle est très motrice, mais c'est pas pour autant que je parle d'elle, ou du moins je la mets en scène, ou je la mets en forme, même si elle est très motrice dans ma capacité enfin, dans mon processus de création. Mais en redécouvrant le texte, je crois quand je vous ai envoyé les textes, là je me suis dit, mais en fait, j'étais beaucoup plus en colère que je ne le pensais. Hmm. Enfin, il y avait un effet miroir, quoi. Le confinement, c'était vraiment enfin, en plus, comme je te disais, vu que pour moi, c'était du jeu, j'avais pas trop, enfin, c'était du jeu, c'était un peu automatique. J'avais pas trop conscience de ce qui s'en émanait de ce texte-là. Typiquement, oui, j'ai joué avec les mots, j'ai joué avec les images. Finalement, j'ai fait ce que je voulais faire et ce que j'aimais faire. Mais cette espèce d'émanation de la colère, je m'en suis rendu compte après. Genre quand ça parle des médias, quand ça parle de Ouais. jeunesse et de vieillesse et tout, je me suis dit putain, mais en fait, elle est... quand je l'écrivais, j'avais l'impression que c'était inconscient, mais en lisant, je me dis, mais
ça pue ça, quoi. Ça pue de la colère, ça pue un truc. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, j'essaye d'être plus attentive quand j'écris à pas que la colère, mais quelle émotion me domine. Et ça, c'est quelque chose, vu que c'était aussi mes premiers. Faut savoir qu'avant ça, j'avais jamais écrit de poésie. Donc, du coup, c'est vrai que je découvre aussi à quel point je suis habitée par ces émotions-là, lesquelles, à quel moment, comment la magie opère aussi, tu vois. Parce que, pareil, j'ai pas de capacité d'analyse Enfin, je pense que c'est très dur d'être juste dans l'auto-analyse de ce qu'on écrit. Mais j'essaye du moins de D'être voir maintenant parce que d'être attentif, ouais. ouais, voilà, parce que tu as tellement de nez dans le guidon par moment, ou alors faut vraiment avoir un certain recul. Mais là, c'est vrai qu'en relisant 2 ans plus tard, en vrai, ou voire 3 ans, je me suis dit, mais putain, il y a vraiment quelque chose. On a envie de prendre les armes, quoi, presque. Il y a quelque chose de Hmm. très révoltant. Enfin, oui, très révoltant, quoi. Je dis colère, mais enfin, je dis rage, ce que tu dis, cultiver la colère, etc. Bon, ça, c'est au début. Il y a aussi bon, la présence aussi d'une sorte d'adresse à Dieu, etc. Mais il y a aussi l'amour, quoi. Enfin, pareil, Sam Rockwell, nos deux bouches qui s'entrechoquent. Et puis, il y a aussi quand même vachement de beauté dans la nuit, quoi. Dans l'ombre de ton sourire, couleur Californie. Enfin, il y a aussi un jeu autour de la nuit, du skate, etc. Enfin, il y a un truc un peu urbain. On se retrouverait aussi plus dans un truc pop. Parce que c'est vrai que ça peut être très grandiloquent, quoi, dès le début. De commencer sur ça, quoi. Mais finalement, en fait, oui, je trouve ça résonne vachement bien avec ce que tu dis. C'est-à-dire que il y a aussi une sorte de pont, quoi, que j'ai l'impression entre, même si tu n'en avais pas conscience, entre ce que tu avais besoin d'exprimer, et puis aussi ce qu'on a besoin peut-être d'exprimer socialement ou politiquement, quoi. Et je trouvais assez fort, quoi. Tes monstres, dégobillent leur peine pour mieux avaler tes pleurs. Ils te rendent en reine, trésor. J'engloutis la nuit, j'honore mes morts, je dévore le fruit technicolore. Je trempe mon sang dans du papier imprimé, j'y trompe mon temps au temps déprimé. En fait, je me suis découverte grâce au recueil. Ça m'a peut-être pas permis d'avancer dans le sens où on pourrait lui prêter, mais plutôt vraiment genre ah oui, je suis capable de faire ça. Ah oui, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, il y a une certaine fierté qui s'en est dégagée. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que quand tu écris des scénarios, c'est pas du tout la même chose. En fait, il y a de ça aussi, c'est que quand tu écris des scénarios, le scénario, c'est un peu un outil, mine de rien, qui va être utilisé qui va être utilisé par des techniciens, qui va être défendu par une boîte de production, qui peut être mise en chair et incarnée par une réalisatrice. Donc, moi, j'avoue, j'aime bien ce travail un peu collectif-là, de relecture et de réinterprétation. Là, avec le recueil, c'est la première fois où c'est de moi directement auprès d'un lecteur. Donc, j'avoue que pour la première fois, en tout cas, j'ai l'impression d'être représentée, entendue. Ouais, incarné en fait. Oui, Je trouve que ce recueil, c'est pour ça que vous avez fait un super travail parce que je le trouve hyper ludique aussi. Et je trouve qu'il me représente bien. Et pour une fois, j'ai l'impression d'être représentée. Et ça, pour toutes les questions de syndrome de l'imposteur, par exemple, de manque de confiance en soi. De plein de choses, pour le coup, ça me fait énormément du bien. Mais ça, c'est au quotidien. C'est pour ça que j'ai pas l'impression d'avancer. J'ai l'impression d'être
d'être gonflé, si tu veux. Enfin, Hmm. c'est... Oui, de pas passer à autre chose forcément, et- c'est-à-dire d'avoir ça en toi et d'être avec ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas une ligne sur le CV, c'est vraiment un... C'est enfin une ligne sur le CV ou je sais pas, une étape de vie. Pour moi, C'est c'est... constitutif, ouais. Ouais, exactement. Et c'est marrant parce que du coup, je fais le lien avec ce que tu disais au début, mais pour la soirée, justement, pour la d'aide, alors si tu peux recontextualiser, parce que même moi, je suis pas sûr d'avoir tous les éléments, mais pour l'aide à la Palestine, il y avait eu une soirée de collecte, voilà, d'objets Ouais. artistiques, etc. Et les fonds étaient reversés donc à une association Pour les cagnottes de famille directement. pour directement les cagnottes, ok. Ouais. Alors justement, j'allais dire, qu'est-ce que ça. Je sais que donc t'y as été le soir, et Ouais. parce que justement, je vais faire lien avec le fait que bah, mine de rien, en fait, l'enveloppe circule, c'est-à-dire que à la fois tu es lu, enfin, les textes sont lus, sont partagés, donc tu traverses entre guillemets chaque personne même les personnes qui achètent à distance, mais là, dans cette soirée-là aussi particulièrement, parce que tout d'un coup, ça a un impact aussi matériel, quoi, et puis symbolique énorme, politique, et enfin en tout cas voilà, bien sûr dans les limites et tout, nous on en a, je sais plus combien on a fourni 4 je crois. Ouais. Mais voilà, c'est, même si c'est peu, mais c'est toujours Mais sur 50 c'est beaucoup, puis c'est fait main. Enfin, après, faut pas oublier que ouais, bien sûr, non, chacun non, donne ouais, à la mesure de ses moyens. ça a dû te bouger aussi, je pense, là-dessus, quoi. Ça a dû te faire peut-être, oui, comme tu dis, incarner, quoi. C'est-à-dire que ça incarne un truc, tout d'un coup, oui, en fait, ça passe de main en main, même si c'est 10 personnes, 30 personnes, même si c'est 20 euros dans une cagnotte, ou bah, en fait, oui, ça a un poids quand même, mine de rien. Ah bah ça en vrai, de toute façon, il y a deux choses. Il y a le côté mon rapport enfin mon rapport à l'écriture ou enfin à ce que j'ai écrit. Et moi j'aime bien avoir ce truc un peu de bouteille à la mer parce que bon bah enfin, en vrai j'écris des trucs qui, moi, me parlent un peu, mais peut-être que d'autres, ça parle pas. Enfin, je le donne parce que, bah, tu vois, pareil, dans ce truc de poésie pas accessible, poésie un peu élitiste de l'éducation nationale et tout, je me dis, bah, il y a peut-être des gens, ça va leur faire du bien. Peut-être que, enfin, tu vois, genre, Hmm. peut-être pas de là à dire, ils vont se mettre à la poésie, mais ils se dire, ah, bah, ça me parle. Enfin, tu vois, ma sœur, quand elle a lu le recueil, elle me dit, bah, ça on dirait des punchlines. Alors, elle est très, très axée rap. Hmm. Et elle me dit, on dirait des punchlines et tout. Et je dis, ben, finalement, c'est aussi de la poésie. Enfin, c'est aussi de la poésie, ce que tu Ouais. écoutes d'une certaine façon. Et du coup, il y a des ponts qui se font, il y a des dialogues qui se font. Donc, moi, ce que j'écris, d'une part, il y a un peu le côté bouteille à la mer où j'aime bien quand ça circule et tout. Et si ça touche quelqu'un entre mille, bah, je suis contente, tu vois. Mais ça, j'ai toujours pensé comme ça. Enfin, on n'écrit pas pour faire des chefs-d'œuvre. On écrit pour, enfin, sinon, on n'écrit jamais. On fait pas des films en pensant qu'on fait des chefs-d'œuvre parce que sinon on tourne pas de films. On n'écrit pas des romans en faisant. Enfin, moi après c'est mon sens, mais on fait pas des romans en pensant qu'on fait des futurs classiques ou autres. On en fait parce qu'on on veut rencontrer des gens entre guillemets. Enfin, on veut partager un peu ce qu'on est, tu vois. Hmm. Et ça, pour la poésie, ça a été direct parce que bah, c'est beaucoup plus, une fois de plus, c'est beaucoup plus accessible que le scénario. Et moi, avant de faire le recueil avec vous, je postais déjà deux, trois petites phrases à gauche à droite sur Insta et tout pour soit avec du jeu de mots, soit avec des réflexions et tout. Parce que pour moi, enfin moi, ça me faisait du bien, ces petites bouteilles à la mer, où je me disais, bah s'il y a quelqu'un qui kiffe, même si c'est que des potes, en vrai, je cherche pas à toucher les gens que je connais pas. Ça, c'est une dimension qui est entrée avec le recueil. Donc c'est vrai que le côté un peu rencontre, tout ça, parce que du coup, moi, c'est comme ça aussi que je joue à la poésie, ou même l'art, c'est un don. Mine de rien, on donne un peu de soi. Donc le côté un peu bouteille à la mer, j'avoue que chez moi, c'est très, très ancré. Même si c'est des bouteilles à la mer pour que les proches sur Insta, bah, ça me suffit amplement. Hmm. Euh, Là, la dimension avec... donc du coup, oui, il y a une collecte qui a été organisée par, il me semble, elles étaient deux, si ce n'est pas plus, deux autrices performeuses
et poétesses qui s'appellent Stéphanie Vauvor et Anne-Claire Andersen, je crois. Si j'ai oublié quelqu'un, je suis vraiment désolée. Qui en fait ont fait un choc pour la Palestine. Je savais qu'elles en avaient fait un plus tôt dans l'année, mais j'avais pas pu y aller. Et là, en fait, Stéphanie m'avait envoyé un message pour mettre des recueils à disposition. Donc, l'idée, c'est que le soir, peu importe ce qui est. Enfin, elles ont mis en place beaucoup de choses, mais les fonds étaient directement collectés pour être redistribués, notamment auprès des familles palestiniennes, puisqu'il y en avait certaines qui étaient euh, qui parrainaient, qui marrainaient des cagnottes. Ouais. Donc, du coup, moi, ça m'a fait hyper plaisir parce que c'était le carrefour entre ce que je fais et en même temps les convictions politiques. Donc, c'est vrai que quand on était tous et toutes les quatre d'accord sur, bah oui, on peut donner des recueils et tout, parce que mine de rien, faut pas oublier que le recueil, il est fait main, que vous êtes une petite association et tout. Donc, mine de rien, je comprends aussi que c'est pas facile de faire don comme ça. Mais quand j'ai su qu'on pouvait en avoir quatre et tout, j'étais trop contente. Donc, on les a mis, on les a disposés. Et c'était trop bien parce qu'il y avait, je sais pas, 70, 100 exposants. Donc, tu avais des revues, tu avais des recueils, tu avais des romans, tu avais, des illustrations, tu avais des posters, tu avais des t-shirts, t'avais énormément de choses, quoi, où les gens, bah, si ça leur plaisait, ils pouvaient acheter. Et puis, les fonds étaient mis dans l'enveloppe pour la Palestine. Hmm. Et donc, du coup, bah, ça fait hyper du bien de se retrouver dans cet environnement-là, de savoir que le recueil participe à ça. Ça apaise un petit peu, tu vois, malgré le génocide, malgré le chaos. Il y a un truc où vraiment tu te dis, bon, bah, parce qu'il y a de ça aussi, c'est pas la fracture, mais en fait, on essaye vraiment de plus en plus aujourd'hui de séparer l'art et la politique, tu vois, pour plein de raisons. Mais du coup, là, c'était vraiment une bulle qui faisait énormément de bien. Outre le fait que bah, tu mets le recueil à disposition de vente, bah, il n'empêche qu'on était tous là pour la même cause. Il y avait du coup des poètes, poétesses qui performaient. Tu pouvais faire du henné, il y avait des gâteaux à vendre, il y avait des humoristes. Donc c'était aussi un moment de partage entre gens qui avaient totalement conscience de ce qui se passait et qui soutenaient la libération de la Palestine. Donc ça faisait du bien, tu vois, de se retrouver dans ce contexte-là. Donc c'est pour ça que je parlais que ça pesait un peu, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui très vite peuvent être très prenant, très, très angoissant, très déprimant, mais dans le sens dépressif, pas déprimé, mais dans le sens dépressif, tu vois, quand tu es seul. Et là, on était au Saint-Sauveur, du coup, un bar historiquement de gauche qui vient de passer la clé sous la porte. On s'est retrouvés dans ce petit bar-là, les uns sur les autres, et ça faisait du bien. Hmm. Ça faisait du bien. Pour terminer, mais c'est bien comme ça on est pile poil à la fin. Juste pour revenir sur, on va dire, le déroulé, en fait j'avais deux questions, mais je vais t'en sortir qu'une seule, ou alors si les deux. En trois mots, as-tu une reco artistique, un film ou une musique ou un livre ou n'importe quoi dont tu n'aurais pas parlé comme ça je peux l'insérer peut-être, une reco. Alors là, je viens de lire La puissance des mers de Fatima Wassak, qui est un essai qui est pas très vieux, qui est sorti en 2023. Elle est pour une réhabilitation du rôle politique de la mer, notamment celle des quartiers populaires, euh, parce qu'elle soulève le point que les mers sont un peu dans l'ombre du champ politique, dans le sens où dans la lutte féministe, c'est pas tout, enfin, elles sont pas très présentes. Dans la lutte des classes, elles sont pas non plus trop présentes.
et que en fait elles sont utilisées entre guillemets par les oppressions d'État pour maintenir les enfants. En gros, ouais, et que les mères, en fait, elles ont un véritable pouvoir dans le fait d'aider leurs enfants dans la révolte, dans la colère, plutôt que d'essayer de les brimer. Et du coup, elle a plein de pistes de réflexion très intéressantes sur l'avenir. Elle utilise plusieurs axes, notamment le territoire, l'écologie, le féminisme, pour réhabiliter. Donc, elle explique vraiment pourquoi et en quoi c'est intéressant. Et des paradoxes, du coup, qui sont renvoyés aux mères, surtout quand elles sont des quartiers populaires. Donc c'est vraiment hyper intéressant. J'ai pas trop fait encore je l'ai fini il y a 2-3 jours, mais c'est vrai qu'il m'a énormément marqué. Je n'ai pas encore fait de recherche vraiment sur ce qu'elle a fait, puisqu'elle a été co-fondatrice du Front des mères, qui est le premier syndicat de parents des quartiers populaires. Okay. Et qu'elle a beaucoup participé politiquement sur un tas de sujets. On l'avait vu notamment durant l'assassinat de Naël l'année dernière sur les plateaux. Mais voilà, voir un petit peu à quel point ça a été implanté en France, son syndicat, et voir comment on peut... comment moi je peux aussi penser sur la construction personnelle, mais comment je peux aussi participer ou elle participe à ma réflexion d'action, quoi. Et dernière question, si tu avais une BO, une sorte de soundtrack, je sais plus comment on dit, de bande originale, quoi, pour le recueil ou pour ta vie en ce moment, ce serait quoi la musique qui accompagnerait le texte, on peut dire ça comme ça? Laisse-moi 2 secondes parce oui, que j'en ai ouais. une en tête. Une BO, moi, qui m'a énormément marquée, et c'est celle que j'écoute en lisant ou en écrivant. Donc, ça va peut-être pas coller à 100% avec le recueil, mais en tout cas, elle représente bien ce que j'écoute en ce moment. C'est la BO de la série Maniac de Netflix, composée par Dan Romer. Je pense que la BO, elle doit avoir, je sais pas, genre 30 000 vues, et je dois être à moi toute seule à 15 000 vues, quoi. Mais c'est vrai que c'est une BO que j'aime beaucoup. C'est comme ça que j'ai découvert Dan Romer, qui a aussi fait la BO de Far Cry 5, qui est trop bien. Ah ouais? La BO, ouais, qui a fait la BO de Far Cry 5. Pourquoi t'as poncé le jeu, non? Enfin, t'as poncé Far Cry ou? J'ai fait le 3, le 4. Mais bon, à partir du 3, ça devient un peu n'importe quoi. Enfin, pour moi, le meilleur, c'est le 3. Ouais, je crois que ma soeur, Même c'est en le 3 termes de aussi. musique et tout, il était cool, avec Vass. Mais le 4, ça va, ça allait. Le 5, pour le coup, moi, j'ai retenu que la BO. Ok. Quand j'ai vu la BO, j'étais en mode, ouais, c'est trop bien et tout. Je l'ai pas joué, je l'avais vu en let's play parce que je voulais pas acheter un Far Cry si c'était de la D. Mais la BO, en tout cas, était hyper cool, et j'ai vu que c'était le même. En plus, il est sorti dans les autres 2018-2019 aussi. Et du coup, quand j'ai vu que c'était Dan Romer, je me suis dit que c'était un signe, quoi. En plus, pour te dire, je crois qu'il avait fait le générique de la série Atypical. Il a fait la BO de Maniac, mais il avait fait le générique de la série Atypical. Et en vrai, il a un style qui se reconnaît plutôt bien. Donc j'avoue, Dan Romer, pour la première fois, quand je regarde un truc, je me dis, ah, mais ça a l'air d'être du Dan Romer, le même compositeur que Maniac. Et je check, et des fois c'est le cas, des fois c'est pas le cas. A vomi sur le bitume, a grossi l'âme du soliste, a chanté l'ange et ses plumes, a rangé, a tenté. Fin de la to-do list. Merci Camélia, bonne soirée. Ok, merci, toi aussi. Bisous. Sous le ciel étoilé, j'ai cramé un avion en papier. Avec Camélia Drieux. Enregistré le 8 janvier 2025 et réalisé par Étoile Refuge. Interview Melchior Maignan. Lecture Claire Arnaïs. Animation Élise Maya Delguste.